Michel Vol, bonjour. Bonjour. Michel Vol, vous êtes coprésident de l'Institut Xerfi et l'un des animateurs principaux de la réflexion sur l'économie. Alors le thème qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les relations entre l'économie et l'écologie. Une idée qui est de plus en plus présente, c'est l'idée que nous sommes à la limite des possibilités de la croissance en raison du réchauffement climatique, de l'épuisement des énergies renouvelables et des matières premières renouvelables. C'est une idée qui est de plus en plus présente, et notamment en France. Certains vont même jusqu'à prôner la décroissance. C'est une idée qui est particulièrement sensible dans les milieux écologistes. C'est une idée qui vous révolte et qui provoque chez vous une très grande irritation. Pourquoi, Michel Vol ? Oui, d'abord, je trouve que c'est un peu une insulte à tous les gens qui sont actuellement au chômage, de leur dire, eh bien voilà, vous êtes au chômage, mais vous allez y rester, puisque ce qui nous reste comme avenir, c'est la décroissance. Et puis, ça, c'est un aspect moral. Un aspect moral. Et puis, derrière ça, je crois, il y a une conception qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup je pense au film de Cousteau notamment, l'idée que l'action humaine est nécessairement destructrice de la nature, qu'elle est nécessairement négative, et que du coup, moins on en fait, mieux on se porte, ou du moins moins on en fait, mieux la nature se porte. Donc là, on est dans le domaine de la philosophie, c'est la relation de l'homme à la nature. La relation de l'homme à la nature. Est-ce que l'homme est constructeur ou destructeur de cette nature ? Voilà, l'homme est aménageur. Je crois que personne ne trouvera affreux le paysage de la Toscane, qui était extrêmement aménagé. La France est un jardin, en fait, elle a été cultivée pendant des millénaires et nous vivons dans ce que nous appelons nature, c'est ce jardin, en fait, quoi. Et cette idée selon laquelle l'action humaine est nécessairement destructrice et donc il faut l'arrêter, en somme, elle me paraît fausse, et par ses conséquences perverse. Donc oui, c'est vrai que le thème de la décroissance me paraît porteur de quelque chose qui est moralement douteux et philosophiquement faux. Alors cette idée se renforce d'autant plus que nous sommes à la croissance zéro, qu'on nous prédit encore pour 2013 à nouveau une croissance zéro, et l'idée s'impose que la croissance n'est plus possible, qu'on ne peut plus faire progresser le PIB. Alors, là où se trouve la confusion, c'est justement qu'on utilise comme indicateur de croissance ce fameux PIB, qui est une espèce de chimère statistique, puisque le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées des entreprises et des administrations, déflatée par un indice de prix très étrange, puisqu'un prix de la valeur ajoutée, c'est quelque chose de très bizarre. Ça date en fait, l'importance que l'on accorde au PIB date de la période de reconstruction. La comptabilité nationale a été construite au début des années 50, au moment où la France était en rattrapage. Et en effet, à cette époque-là, il fallait produire des tonnes d'acier, des tonnes de charbon, des kilos de pommes de terre, des quantités de chaussures, parce qu'on manquait de tout ça. Bon. Donc tout le bien-être matériel venait de la production. Disons, en première approximation, on pouvait en effet accepter cette idée-là. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne le dos à la profondeur de la réflexion économique dans cette notion de PIB. Parce qu'enfin, le but de l'économie, c'est le bien-être matériel de la population. Je ne dis pas le bonheur, qui est une notion beaucoup plus complexe, mais le bien-être matériel. C'est ça le but de l'économie. C'est tellement vrai que c'est même Adam Smith qui le disait déjà. Tout ce qu'on fait en économie n'a pas d'autre but que le bien-être matériel du consommateur. Or, le mesure-t-on avec le PIB? Non. Il y a un exemple tout bête. Les distributeurs automatiques de billets facilitent énormément la vie des clients des banques. On peut retirer l'argent le jour, la nuit, pendant le week-end, etc. Quelle est son incidence sur le PIB? Uniquement l'éventuelle augmentation de valeur ajoutée que ça a apporté aux banques, peut-être. Bon. Mais l'utilité pour le consommateur n'apparaît pas du tout. Le PIB, d'ailleurs, n'est mesuré que dans la mesure où une activité rentre dans la zone marchande. Oui. Pas tout à fait, puisqu'on admet que la valeur ajoutée des administrations est égale à leurs frais de fonctionnement. Alors, il y a une commission qui s'est réunie il y a quelques années, qui avait été incitée par le président Sarkozy, afin de définir de nouveaux indicateurs de bien-être et de croissance sous l'égide de Stiglitz, d'Amartya Sen et de Jean-Paul Fitoussi en France. Voilà, tout à fait. Donc il était même question de faire une mesure du bonheur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça, le bonheur, c'est quelque chose qui est trop intime pour qu'on en fasse de la statistique.
Vous savez qu'Épicure disait qu'avec un peu de pain sec et de l'eau, le sage rivalise en félicité avec les dieux. Mais c'est toute la question de la sagesse qui est posée derrière ça. Non, si on en reste au bien-être matériel, c'est quelque chose qui pourrait effectivement s'observer et se mesurer par la statistique. Et on verrait quel est l'apport au bien-être de la population du téléphone mobile. Quel est l'apport au bien-être de la population du fait que le téléphone mobile se soit transformé en ordinateur. Mais on ne dispose pas de l'appareil statistique permettant de faire cette mesure. La focalisation sur le PIB empêche de le faire. Oui, mais alors tout de même, il y a ce problème de la transition énergétique que j'indiquais en introduction. Un auteur comme Jeremy Rifkin fait d'ailleurs de ce problème de la transition énergétique le moteur central de la troisième révolution industrielle. Voilà. Alors, d'abord, la transition énergétique, c'est un vrai problème. Il ne s'agit pas de jeter complètement les apports des économistes qui s'intéressent à l'écologie. Il est certain que les ressources non renouvelables, n'étant pas renouvelées, sont en quantité finie et que donc à un moment donné, les difficultés d'extraction seront telles qu'en effet, on va en manquer. Il est également certain, même si ça a été contesté par quelques farceurs comme Claude Allègre, que le réchauffement climatique est une conséquence de la consommation des énergies fossiles. Tout ça, c'est vrai. Donc il ne s'agit pas de nier ça. Mais faire de la transition énergétique le moteur de l'économie future, c'est une douce plaisanterie. D'abord, premièrement, parce que, à vue humaine, les éoliennes et les panneaux solaires ne sont pas du tout prêts à prendre la relève. À vue humaine aussi, le nucléaire est quand même une réponse effective au risque du réchauffement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger non plus. Et puis surtout, de façon plus profonde, il faut bien voir quelle est la place de l'énergie dans l'économie. L'énergie est un facteur de production. Dans un modèle économique, on peut faire rentrer l'énergie comme facteur de production à côté du capital et du travail. Il est évident qu'une montée du prix de l'énergie modifie l'équilibre des facteurs et modifie la composition du paquet productif. Mais enfin, on est toujours dans la même fonction de production. Et c'est d'ailleurs le plus gros reproche que je fais aux partisans de la décroissance. Ils raisonnent comme si nous étions restés dans l'économie mécanisée, chimisée, énergivore en effet, qui était celle du système technique antérieur. Et nous sommes dans une transition. Voilà, et nous sommes dans une transition déjà depuis quand même une bonne trentaine d'années vers un autre système technique, celui qui s'appuie sur l'informatique, le logiciel et l'Internet. Et ça, ils ne veulent pas en entendre parler. Je discute beaucoup avec certains d'entre eux. Lorsque je leur dis ça, en fait, ils craignent que de montrer ce que peut apporter l'informatisation, ou comme on dit le numérique, que cela désamorce les volontés qui doivent effectivement traiter le problème de la prochaine pénurie d'énergie. Vous avez parlé d'informatisation, du rôle moteur de l'informatisation dans cette transition économique. Mais comme le dirait un économiste que vous connaissez, Jean-Marc Jancovici, ces équipements informatiques consomment de l'énergie, produisent du carbone. Jean-Marc Jancovici affirme d'ailleurs qu'un ordinateur émet 300 kg de carbone. Donc informatiser, ce serait donc finalement, selon lui, déplacer le problème. Il faudrait faire un bilan. Il faudrait faire une analyse comparative. Le drame dans ces raisonnements-là, c'est qu'en affectant à n'importe quel produit, n'importe quel service, même n'importe quelle activité humaine, une émission de gaz carbonique, de CO2, tout est maudit, tout est mauvais. Que diable, quand on respire, on émet du CO2. Faut-il qu'on étouffe pour sauver la planète? Ça ne tient pas debout. Ces raisonnements, d'ailleurs, qui sont un coup de règle de 3 extrêmement sommaire, extrêmement brutal. Vous savez bien qu'en économie, il faut toujours faire des raisonnements variantiels. Il faut comparer la situation entre si on fait ou si on ne fait pas. Et puis on fait un bilan différentiel. Là, ce sont des calculs absolus, où tout émet du carbone. C'est tout simplement de la blague. Alors, si vous pensez qu'il ne faut pas raisonner ainsi, sur ce modèle de l'économie carbone, comment expliquez-vous le succès du thème de la décroissance? Eh bien, je crois que là, on rentre un peu dans la psychologie, dans la sociologie. Il y a effectivement, et on en a de multiples témoignages, un désarroi qui d'ailleurs s'est toujours produit dans les périodes de transition au moment des changements de système technique. Il y avait un désarroi vers 1880, il y a un désarroi aujourd'hui. Et du coup, ce désarroi se traduit par
une sorte de repli sur soi, une sorte de rêve. Ce que je vais dire est un peu violent parce que ça paraît tellement enfantin. Mais enfin, c'est quand même la vérité. Je rencontre beaucoup de gens dont finalement le rêve, ce serait de revenir au statut de chasseur-cueilleur, quoi. On vivrait en harmonie avec la nature et encore, on chasserait pas beaucoup et puis on cueillerait pas beaucoup parce qu'il faut respecter la nature, etc. Et il y a d'autres qui rêvent, à la suite d'Ivan Illich, etc., de cultiver son potager, de faire du vélo plutôt que de la voiture, etc. Vous voyez, c'est ce genre de mythologie. C'est ce désarroi qui amène à la prégnance de cette idée de décroissance. Voilà. Parce que le vieux monde ne veut pas mourir et que le nouveau monde n'arrive pas à naître. Voilà. Et justement, ce nouveau monde, il naît quand même, puisque que diable, nous les avons, les téléphones mobiles, nous les avons, les ordinateurs portables, etc. Bon. Il naît quand même et il fait des effets devant lesquels on est désarmé parce qu'on s'est focalisé sur la transition énergétique, comme le fait Rifkin, et sur le problème de la perspective de la décroissance, et du coup on oublie de voir ce qui se passe, de voir comment les entreprises se transforment, comment le système productif évolue, quelles incidences ça a sur la façon dont les gens travaillent, dont les gens vivent. Et ces problèmes-là, on ne les traite pas. Or, vous le savez, puisque nous en avons déjà beaucoup parlé, que cette évolution vers l'économie, elle est porteuse de promesses, mais aussi de dangers. Ces dangers-là, on ne les voit pas. Et on est, étant fasciné par la transition énergétique et la décroissance, eh bien, on se fait piéger par exemple, le glissement massif du secteur bancaire vers la délinquance, qu'on ne voit pas parce que tout simplement, on n'y pense pas. Eh bien, Michel Vol, je vous remercie. Merci, Laurent Fébis.